Aujourd'hui, on va parler de la prise de muscle en détail puisque je vais vous parler de l'ultime fondement, celle sans qui rien ne se passe en termes d'hypertrophie musculaire, et donc je vais tout vous dire sur la synthèse protéique musculaire. Ce que c'est, comment la déclencher, comment l'optimiser, les acides aminés nécessaires à la synthèse protéique, quelle quantité de protéines pour une bonne synthèse protéique, et plein d'autres choses pour que la prise de muscle ne soit plus jamais un secret pour vous. Générique. Bonjour à tous, je suis Big K, soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc., etc., etc. Tu connais, c'est bon pour le référencement, l'algorithme, tout ça, tout ça. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur les liens dans la barre de description qui est ci-dessous. Je vous rappelle aussi que mon livre, Votre transformation commence maintenant, est toujours disponible sur la Fnac, Amazon, Cultura et chez vos libraires. Si vous voulez tout savoir pour prendre du muscle, perdre du gras ou bien les deux en même temps, sans faire de faux pas sur votre diète et vos entraînements, et ben ça, c'est votre ouvrage de référence pour devenir votre propre coach, puisque je vous y partage toutes mes connaissances. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui, comme on a dit, on va causer de protéines et surtout de la synthèse protéique et en particulier de ce qui nous fait kiffer, nous, la synthèse protéique musculaire. Parce que pas de synthèse protéique musculaire, eh bien, pas d'hypertrophie visible de nos chers muscles. Donc, on va commencer par le commencement, on va définir ce qu'est la synthèse protéique de manière globale pour bien en comprendre le mécanisme. Et ensuite, on va plus spécifiquement parler de la synthèse protéique musculaire, étape par étape, step by step. Alors déjà, ce qu'on appelle une protéine, c'est en fait une chaîne d'acides aminés qui sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Et quand on consomme des protéines via notre alimentation, eh bien notre corps il les décompose en plusieurs étapes, en unités de plus en plus petites entre l'estomac et l'intestin grêle. Cette décomposition, elle se fait jusqu'à ce qu'on arrive à l'obtention d'acides aminés, non plus sous forme de chaîne, mais cette fois acide aminé par acide aminé, et il s'agit là de la plus petite unité protéique. Une fois que ces acides aminés ont été décomposés et qu'ils sont disponibles au niveau du petit intestin, ils sont dirigés vers le foie via la veine porte, et lui, il va procéder à une sélection. Il va en stocker certains, il va en transformer d'autres si besoin, comme par exemple l'alanine, qui peut devenir du glucose, mais c'est pas le seul cas. Et il va en relâcher d'autres dans la circulation sanguine pour qu'ils restent à disposition de notre corps quand on en a besoin, par exemple pour la synthèse protéique. Et donc la synthèse protéique, c'est un processus physiologique qui peut avoir lieu dans n'importe quel organe, au cours duquel notre corps va séquencer des acides aminés dans un ordre précis selon le type de protéine dont on a besoin. Par exemple, quand on se brûle assez sévèrement et que la peau est lésée, ou que par exemple on se pète un tendon, eh bien notre corps va envoyer plus de sang dans la zone qui en a besoin. Ce sang, il contient des acides aminés, et une fois arrivé au niveau des cellules de la peau ou du tendon qui a été abîmé, eh bien ces acides aminés vont être assemblés en protéines collagène pour commencer à réparer cette blessure. La synthèse protéique, elle a lieu toute la journée dans notre corps. C'est une phase de construction, donc d'anabolisme, et elle a lieu en alternance avec des phases de catabolisme, donc des phases de dégradation protéique. Dans l'idéal, il faudrait que les phases d'anabolisme, elles soient un peu plus conséquentes que les phases de catabolisme à la fin de la journée ou au minimum à l'équilibre. Et pour avoir cette information, on peut faire une mesure qu'on appelle un bilan azoté. Les protéines, c'est le seul macronutriment à contenir de l'azote puisqu'elles sont faites d'acides aminés qui en contiennent dans leur structure chimique. On estime que l'azote, il représente 16% du poids des protéines. Donc pour savoir si on est en état d'anabolisme ou de catabolisme, eh bien on va faire ce qu'on appelle le bilan azoté. C'est-à-dire qu'on va calculer la différence entre la quantité d'azote qu'on a consommée via la diète en se basant sur la quantité de protéines consommées sur la journée et la quantité d'azote qu'on a excrétée. Si le résultat est positif, alors on a une balance azotée positive et on est en état d'anabolisme. Si le résultat est zéro, alors on est à l'équilibre entre l'anabolisme et le catabolisme. Par contre, si le résultat il est négatif, alors on a une balance azotée négative et on est en état de catabolisme. Attention toutefois, il est important de noter que cette balance azotée, elle nous donne une indication du fait que l'on construit de nouvelles protéines ou non. Mais c'est valable pour tous les types de protéines dans le corps et pas uniquement pour les protéines musculaires. Donc même si on a un bilan azoté positif, c'est pas nécessairement un indicateur de prise de muscle. C'est juste une photographie globale de ce qui se passe dans notre corps au niveau des protéines d'un point de vue général. Si on prend par exemple encore le cas des protéines collagène, après une brûlure sérieuse, notre corps va en produire beaucoup plus pour réparer justement les tissus lésés. Il y aura donc un anabolisme de collagène et du coup on aura probablement une balance azotée positive sans pour autant être en état d'anabolisme au niveau musculaire. Maintenant qu'on a bien expliqué ce concept de synthèse protéique, on va pouvoir remettre le focus sur la prise de muscle et on va détailler un peu plus le principe de la synthèse protéique, mais cette fois au niveau musculaire. Et je vais aussi vous donner des informations importantes pour l'optimiser parce qu'elle ne peut pas avoir lieu n'importe comment. Donc par exemple, tu vas à la salle, tu fais ta séance de musculation, admettons que c'est lundi et tu massacres tes pecs, parce que le lundi c'est le jour international des pectoraux. Après cette séance, tes muscles pectoraux sont en détresse et ils ont besoin de se réparer, devenir plus épais et plus forts après la contrainte que
que tu leur as mis, qui a été l'entraînement avec une charge. À ce moment-là, tes muscles, ils envoient un signal qu'on appelle signal anabolique, qui est en gros comme une requête à notre corps, lui signalant un besoin en acides aminés. Notre corps, dans son immense générosité, il va donc acheminer ces acides aminés par voie sanguine vers le ou les muscles qui ont émis ce signal anabolique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je recommande de prendre un vasodilatateur avant l'entraînement, justement pour avoir un maximum de sang dans les muscles quand on en a besoin. Une fois au sein des cellules musculaires, ces acides aminés vont ensuite être assemblés dans un ordre bien spécifique qui est codé dans l'ADN des cellules musculaires et transmis par l'ARN. Et donc c'est cette donnée qui va définir l'ordre de séquençage des acides aminés pour en faire des protéines musculaires. La finalité de la synthèse protéique musculaire, c'est donc soit de créer de nouvelles protéines musculaires, soit de venir épaissir des protéines musculaires déjà existantes comme l'actine et la myosine, qui sont les deux protéines responsables de la contraction musculaire. Voilà ce que c'est la synthèse protéique musculaire et comment ça fonctionne. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, on va voir ce qu'il faut pour initier la synthèse protéique et en tirer profit pour prendre un maximum de muscles. Parce que c'est ça qu'on veut, sinon cette vidéo n'a aucun sens. Déjà, pour que la synthèse protéique musculaire ait lieu et qu'elle génère de l'hypertrophie, il faut bien évidemment une contrainte sur nos muscles. Et cette contrainte, ce sera l'entraînement avec des charges, autrement appelé chez les fameux puristes, musculation. Ça, c'est la base. Mais en plus, lors de cet entraînement, pour qu'il soit efficace, il faut une tension mécanique suffisante sur le muscle travaillé. Parce que c'est cette tension mécanique et son action sur les mécanorécepteurs qui va activer les voies de signalisation intracellulaire et entraîner une série de réactions dont fait partie la synthèse de nouvelles protéines musculaires. Mais aussi, entre autres, la libération des facteurs de croissance comme l'IGF-1 et la GH. Mais c'est pas tout. D'un point de vue nutritionnel, il faut aussi avoir suffisamment d'acides aminés essentiels, ou EAA, disponibles dans notre corps pour répondre aux besoins de la synthèse protéique. Et je mentionne bien les EAA parce que ce sont ceux qu'on doit apporter de manière exogène via la nourriture ou les compléments alimentaires, puisque le corps ne peut pas les synthétiser lui-même, contrairement aux acides aminés non essentiels. Et les EAA font partie de la séquence d'acides aminés qui va constituer les protéines musculaires. Leur présence est donc capitale. Et le souci, c'est que si on n'a pas assez d'EAA disponibles dans notre circulation sanguine, eh bien notre corps va juste dégrader des protéines musculaires déjà existantes pour la création de nouvelles protéines là où il en a besoin. Et donc là, on n'est plus dans la construction pure, mais plutôt dans le recyclage, puisque je prends d'un côté pour refaire de l'autre côté. C'est d'ailleurs pour ça que prendre des BCA en étant à jeun depuis un certain nombre d'heures, c'est une grosse erreur, parce que via la leucine qu'ils contiennent, on intime en quelque sorte à notre corps de synthétiser des protéines musculaires, mais sans le matériel pour le faire. Et donc il ira dégrader des protéines musculaires déjà existantes pour les resynthétiser. C'est une erreur technique. Donc pour éviter ça, dans le cadre d'une diète avec un léger surplus calorique, par exemple, on n'oublie pas de consommer au moins 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. C'est capital pour prendre du muscle. Alors je sais qu'il y a ce fameux débat entre kilo de poids de corps et kilo de masse maigre. Et ça, je suis désolé, là-dessus, on en fait un débat majeur sur un truc qui, à mon goût, est vraiment mineur. Déjà, honnêtement, 90% des gens ne savent pas calculer ou estimer correctement leur taux de graisse. Clairement, faut pas compter sur les réseaux sociaux, les balances connectées à la con pour le faire correctement. Donc au lieu de se couper les cheveux en quatre, eh bien au pire, basez-vous sur les kilos de poids de corps par jour. Au pire, vous aurez un peu plus de protéines dans votre diète que prévu. Ce sera jamais un mal en termes de composition corporelle. Et si quelqu'un me dit que ça nique les reins, merci de sortir de cette vidéo. Et si vous voulez vraiment vous repérer entre 1,6 et 2,2 grammes, si vous avez pas mal de ventre, prenez 1,6 grammes par kilo de poids de corps. Et si vous êtes plutôt sec avec des abdos visibles, vous visez 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ça, c'est un très bon repère sans avoir à passer par le calcul souvent complètement à côté de la plaque du taux de graisse. La quantité de protéines et donc d'acides aminés consommés par repas, elle va aussi avoir une incidence capitale sur la synthèse protéique. En effet, il faut un minimum d'environ 3 grammes de leucine pour initier la synthèse protéique postprandiale, donc après un repas. Et c'est la quantité de leucine qu'on va retrouver dans environ 20 à 25 grammes de protéines animales. Donc ça nous fait environ un minimum de 100 à 125 grammes de viande maigre ou de poisson à consommer par repas, par exemple. Et si pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à ce total, alors vous pouvez complémenter en leucine ou en BCA. Dans ce cas-là, ce ne sera pas une mauvaise idée. Petite info importante, ce n'est pas la peine d'exploser votre consommation de protéines par repas pour espérer synthétiser plus de protéines au niveau musculaire, puisqu'au-delà de 35 à 40 grammes environ, on ne constate pas d'impact plus important au niveau de la synthèse protéique. À ce sujet, j'ouvre d'ailleurs une autre petite parenthèse, parce qu'il y a souvent de la confusion. Le fait que 25 à 35 grammes environ soit le plafond pour la synthèse protéique ne veut pas dire qu'on ne peut pas en consommer plus par repas. Toutes les protéines qu'on consomme, elles sont absorbées et assimilées, même si on en prend en un seul repas 100 ou 150 grammes. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas combien de ces 100 ou 150 grammes seront utilisés pour la construction musculaire.
musculaire. Et ça, c'est plutôt une variable individuelle qui est assez difficile à déterminer. Je le précise parce que ça, c'est une idée très répandue qu'on ne peut pas dépasser 30 grammes de protéines par repas, sinon on ne les assimile pas. Il faut faire la différence entre le plafond de la synthèse protéique et ce que le corps peut assimiler et utiliser, et ça, c'est bien plus que 30 grammes. Une petite note aussi au sujet des protéines végétales. Il faudra en consommer en plus grosse quantité que des protéines animales pour avoir une même quantité de leucine, puisque ce type de protéine a un profil plus pauvre en acides aminés et est moins facilement digéré et assimilé par le corps. Et toujours dans le cadre des protéines végétales, pensez aussi à bien mixer, par exemple, une source de protéines issues des céréales à une source issue d'une légumineuse, comme par exemple protéines de riz mélangées avec une protéine de pois. Ça permet de bien compléter les différents acides aminés et d'avoir un aminogramme complet. Donc à vous d'ajuster selon la source de protéines végétales que vous choisissez. Et surtout, on n'oublie pas que quand on avance dans l'âge, on assimile moins bien les protéines, ce qui a pour conséquence une synthèse protéique diminuée, comme l'a montré cette étude de 2016. Et donc là où on avait un seuil minimal à 25 grammes de protéines chez une population plus jeune, eh bien on a pu constater que passé la quarantaine, et puis on approche de la cinquantaine, et plus ce seuil minimal s'approche des 40 grammes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en vieillissant, on a tendance à souffrir de sarcopénie. Donc on ajuste sa consommation de protéines avec l'âge qui avance. Super important. Enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans aborder le sujet de l'insuline et de la synthèse protéique musculaire. Ces derniers temps, il est plutôt tendance de clasher l'insuline à tout va et de l'accuser de tous les maux de la terre et surtout de la prise de gras. Mais bien que oui, c'est vrai, c'est une hormone de stockage et il ne faut pas qu'elle soit chroniquement élevée de manière constante parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et bien que ce soit vrai qu'en excédent calorique excessif, elle va aider à la formation de tissus adipeux, eh bien il ne faut pas oublier non plus qu'elle joue un rôle super important dans l'anabolisme musculaire et aussi contre le catabolisme. En ce qui concerne l'anabolisme, d'un côté parce que chez une personne non insulino-résistante, elle va avant tout permettre de remplir les muscles de glycogène qui va servir de carburant à nos muscles pour de bonnes performances lors des séances de musculation, qui est une activité à tendance très glycolytique. Et glycogène qui en plus donnera un aspect plus renflé et plus plein à nos muscles, et ça non plus généralement on crache pas dessus. Et donc dans ce cas-là, l'insuline c'est un driver indirect de croissance musculaire. Mais en plus de ça, elle influe aussi directement positivement sur la synthèse protéique au sein des muscles, puisqu'il ne faut pas oublier que l'insuline, elle est également stimulée par la consommation d'acides aminés, notamment de la leucine, et elle aide à faire pénétrer beaucoup plus d'acides aminés dans les muscles au moment de la synthèse protéique après une séance. Dans ces moments-là, on est bien content de trouver l'insuline et qu'elle fasse son taf. Et du côté du catabolisme, on n'est pas mal non plus, puisqu'elle permet de limiter le catabolisme musculaire de 50% environ à travers la journée, comme on peut le voir dans ce graphique issu d'une étude de 2008. Et dans cette étude, on a constaté qu'à jeun, le catabolisme musculaire était élevé, ce qui est logique, mais que même en consommant des acides aminés, le niveau de catabolisme ne baissait pas. Et c'est seulement quand on a en parallèle généré une augmentation, même légère, du taux d'insuline, que le catabolisme a diminué de 50%. Donc à ceux que je vois se balader avec un lecteur de glycémie collé au bras H24, s'il vous plaît, arrêtez de craindre constamment l'insuline et votre glycémie et préoccupez-vous avant tout d'être hyper carré sur le comptage de vos calories et de ne pas surconsommer de glucides, qui est souvent une erreur faite par les pratiquants de musculation lors des prises de masse. Justement parce que ça fait monter le poids rapidement, mais malheureusement, c'est pas du muscle. Et du coup, on blâme l'insuline à tort alors qu'en fait, c'est juste le coup de fourchette qui est trop conséquent et les calories qui vont avec. Et si vous faites comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper de vos taux d'insuline que votre corps saura réguler. Surtout en plus avec la pratique de la musculation, qui est un atout majeur dans le contrôle de la glycémie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager. N'oubliez aussi surtout pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelle vidéo. Pour tous vos besoins en complément alimentaire de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, acides aminés, pré-workout, brûle graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et TikTok où je vous partage des conseils absolument tous les jours à mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.